Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel un mercredi sur deux à 21h, même si là exceptionnellement on l'a fait vendredi. Et je pense que vous savez pourquoi. C'est parce qu'on réaccueille un de nos précédents invités qui était venu justement en courant de la saison 2. Et pour faire la dernière de la saison 2, on a voulu le réinviter. Pourquoi ? Parce qu'il avait suggéré de revenir sur un autre sujet qui lui est cher, qui est la reconstitution historique. Et donc, je lui ai dit à l'époque, pas tout de suite, parce que c'était quelques jours après son passage, je lui ai dit, mais dans quelques mois, ce sera avec grand plaisir. Et on a convenu que je l'inviterai 3 mois plus tard, donc en juillet. Nous y sommes, et du coup, ce sera l'occasion de clôturer cette saison 2 de Radio Dojo. On commencera la saison 3 fin août, début septembre. Mais voilà, même mon équipe a besoin de vacances. Mais bref, toujours est-il que nous sommes contents de te revoir parmi nous, mon cher Capitaine France. Salut à toi. Bonjour à tous et bonjour à toi Taiki. J'espère que tu vas bien et que nos auditeurs vont bien aussi. Ce sera de répondre et moi je vais très bien. Très content de te recevoir à nouveau. Parce que c'est un... Alors juste, on précise pour le chat... contrairement à la dernière fois, le Capitaine France ne sera pas en facecam parce qu'on a rencontré quelques petits problèmes techniques durant les vérifications, donc il a préféré rester en vocal exceptionnellement, donc j'ai dit très bien, pas de problème. Tu as voulu revenir pour parler reconstitution historique, et je vais commencer par une petite question taquine de début. C'est une bonne situation, reconstituteur ? Je dirais pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que c'est plutôt la rencontre temporelle entre deux époques non continues, mais qui se rejoignent dans une même passion. Je suis le temps est moi. Voilà, on est à peu près comme ça. Bon, on a les mêmes références, c'est cool. Première question, puisque la dernière fois tu étais venu pour parler arts martiaux français, je vous réinvite à voir cette émission dans le chat si jamais ça vous intéresse. Est-ce que ton premier contact avec la reconstitution historique a commencé au moment où tu t'es intéressé aux arts martiaux français, ou ça a commencé bien avant ? Ça a commencé bien avant, puisque j'avais entre 6 et 8 ans, tout juste même pas, je crois que j'avais même pas 8 ans. À l'époque, je vivais à Perpignan et un jour, mes parents m'emmènent en centre-ville de Perpignan où il y avait une cohorte de légionnaires romains, quoi. Et c'est là que je rencontre pour la première fois des gars qui font de la reconstitution, quoi. Et là, waouh, c'était génial. Je me souviens, c'est vraiment un moment qui m'a marqué dans ma vie où on va voir les légionnaires et puis il y en a un qui me voit. Tout petit que j'étais, quoi, et il sort son glaive et il me tend le glaive par le manche pour que je puisse sous-peser, quoi, et en fait il m'a invité dans son monde sans un mot, sans rien dire, et il m'a dit allez, quand tu seras plus grand tu feras comme nous, quoi, et il a eu raison. Tu penses que ce jour-là il a vu l'étincelle dans le regard de ce petit gamin ? Ouais, je pense qu'il a vu le potentiel, à mon avis, ouais, c'est mais vraiment pour moi c'était pour que je m'en souvienne, enfin c'est vraiment un moment dans ma vie. Je suis enfant, que je me souviens vraiment très bien, quoi. C'était magique. Et le soir, donc, il y avait un spectacle de démonstration de la Légion romaine, donc dans un camp, sur un champ qui avait été reconstitué en camp romain. C'était entre Perpignan et Canet-en-Roussillon. Et c'était juste génialissime, quoi. Je m'étais juré d'en faire un jour, au moins une fois dans ma vie. Et c'est arrivé quand la première fois que tu en as fait ? Alors, c'est arrivé beaucoup plus tard. 2006, donc là j'avais quitté le Roussillon pour le Rouergue, donc l'Aveyron, et sur une fête médiévale dans un village qui s'appelle Estaing, dans les méandres du Lot. Oui, c'est le Lot, ouais. Eh bien, on se balade avec ma compagne là, et puis je vois des gars en armure et tout, je dis waouh, putain, c'est la classe, quoi, et je le regarde, en fait, je pense que j'ai le même regard que le gamin que j'étais à l'époque, mais 20 ans plus tard, quoi, et 15 ans plus tard. Et là, je commence à discuter un peu, les gars, je pose des questions parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, dans le lot, un des chevaliers, il me propose de venir essayer si vraiment ça me tente, parce qu'ils sont toujours, en fait, les troupes sont quand même plus ou moins tout le temps en train de recruter en général. Et donc il me propose de venir le jour où j'ai l'occasion, et j'ai dit oui, donc j'ai donné mes coordonnées.
Et en fait, pendant de longs mois, parce que ça c'était en début juin, et ils m'ont recontacté, c'était octobre, pas loin d'octobre ou novembre, pour savoir si j'étais dispo pour faire mon essai, quoi. Du coup, l'essai a été concluant. Et oui, alors c'était assez amusant puisque c'était dans la ville de Tulle en Corrèze où le maire était François Hollande. Ouh. Oui, mais à cette époque-là, il n'avait que ruiné la Corrèze et Tulle, donc ça allait encore. Et donc la journée se passe super bien. Et donc ben, je signe quoi. Et donc je vais rester dans cette troupe pendant 10 ans. Où ben, je vais apprendre littéralement, je vais apprendre l'art du spectacle et de l'improvisation avec eux. C'était pas à proprement parler de la reconstitution pure et dure, tu vois, dans le sens tout devait être vraiment comme à l'époque, tout ça. Mais par contre, il y avait c'était un puits de connaissances, quoi. Et les gars étaient vraiment, surtout les fondateurs de la troupe, étaient vraiment des, ouais, des experts de leur époque. Donc l'époque que la troupe, alors la troupe s'appelait les Fady Doc. Ça a reconstitué donc l'histoire des Faydites. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, hein, les Faydites sont donc des seigneurs qui vont être dépossédés de leurs terres durant la croisade des Albigeois au début du XIIIe siècle. Et ils vont donc rentrer en résistance contre la croisade pour récupérer au moins leurs terres. Donc la croisade, la croisade des Albigeois, c'est-à-dire quand il y avait le massacre des Cathares, c'est ça? Enfin que... Voilà, tuez-les tous, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ouais, exactement. Pour Béziers, c'est exactement le cas, tu vois. Ah oui, si je me souviens bien, c'est 1204 ou 1205, le sac de Béziers. Puis après, il y aura Carcassonne, puis il y aura plein de villes qui vont donc tomber, Minerve. Et donc voilà, c'est vraiment, c'était un truc que je connaissais pas beaucoup, donc ben je me suis lancé dedans, j'ai dû apprendre ben, le contexte historique, les seigneurs de ce temps-là, le roi de France qui était Philippe Auguste, qui n'était pas plus impliqué que ça dans la croisade, lui, il y voyait pas trop d'intérêt, il avait d'autres chats à battre avec les Anglais et le pape. Et donc voilà, ben un peu ben, toute la politique de l'époque, ben, qu'est-ce que c'était l'hérésie cathare par rapport à par rapport au catholicisme, tout ça. Donc vraiment, c'est là où j'ai appris vraiment énormément de choses. Mais en même temps, on faisait du spectacle, c'est-à-dire que c'était vraiment un spectacle avec un scénario et tout. Et donc en soi, l'application était pas vraiment historique pur, mais les connaissances étaient réelles, quoi. Et, il y avait des spécialistes de la monnaie, il y avait des spécialistes de l'héraldique. Moi, je m'étais spécialisé sur l'arbalète et sur le port des armures. Mais voilà, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait du potentiel de connaissances très intéressant. J'ai même du coup, ben, j'ai appris à faire du cheval en armure pour faire du spectacle. On faisait des exercices, des joutes. Donc, alors on se rentrait pas dedans, hein. Mais le but c'était d'arriver à trancher une pomme au galop à l'épée, frapper à la quintaine à la lance, lancer une javeline sur une cible au galop. Enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Il y a vraiment un côté très social. Il y a vraiment un côté très social, j'ai l'impression. Il y a vraiment un côté très social dans la reconstitution historique. Ouais, mais là c'était vraiment tourné vers le public, quoi. D'accord. Le but c'était que le public vienne et voit pendant 1h30, voire 2 heures, un spectacle qui était pour lui, quoi. C'était pas des gens derrière une corde en train d'évoquer ou de montrer des gestes artisanaux, des trucs tout ça. Là, il y avait vraiment un échange, enfin quelque chose tourné vers le public pour qu'il passe un bon moment. Bon, c'est cool. Avant qu'on puisse... Donc j'ai fait ça. Pardon, excuse-moi, oui. je pensais que t'as... Ouais, donc j'ai fait ça pendant 10 ans et après j'ai fait d'autres trucs. On pourra en parler après. Ben avant de poursuivre, vu qu'on fait une émission sur la reconstitution historique, il faut apporter une définition. Alors je vais apporter une définition de Wikipédia, mais comme je sais que Wikipédia c'est imparfait, ce sera l'occasion de soit compléter, soit modifier la description. Selon Wikipédia, la reconstitution historique est une pratique qui consiste à essayer de recréer certains aspects d'une période du passé. Elle peut s'intéresser à un événement historique précis ou plus simplement s'attacher à restituer le quotidien des populations. Elle s'appuie pour cela sur la restitution d'un environnement matériel, vêtements, mobilier, objets du quotidien, parfois même bâtiments, qui se veut basé sur un ensemble de sources documentaires, objets de musée, éléments archéologiques, représentations iconographiques, archives photographiques ou témoignages textuels. Oui. Ouais. Oui.
Après, voilà, il y a un spectre quand même dans la reconstitution historique, c'est-à-dire que ça va de l'ultra scientifique à la limite du chiant, jusqu'au costume Wish, quoi. Il existe des autistes de la reconstitution historique, c'est-à-dire que le moindre petit détail, c'est... Ouais. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, et c'est tellement précis, si tu veux, parce que vu que j'ai connu les deux côtés de la barrière, en étant public et en étant pas public, en étant participant, actif, ben je peux voir, enfin, j'arrive à voir quand est-ce que c'est bien et quand est-ce que c'est chiant. Et des fois, quand c'est trop précis et trop pointu, c'est chiant parce que les gens ils sont pas là pour ça. Donc il y a vraiment un spectre très large. Et puis de l'autre côté, on a des gars, ils sont limite en train de boire l'accro, de boire une Kronenbourg pendant qu'ils devraient pas en boire, quoi, ou au moins pas garder la bouteille à la main, quoi. Ça c'est du vécu, hein. C'est vraiment du vécu. Hein. Oui, parce que on a parlé un peu en bac et tu m'avais expliqué que il existait plein d'erreurs, plein d'idées préconçues sur la reconstitution historique et beaucoup d'erreurs qui sont faites soit par le public mainstream ou soit par des gens qui sont dans la discipline. Du coup, on va commencer par ça. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu as pu observer? Alors, par rapport au médiéval, c'est le rappel toujours au film Les Visiteurs. Très souvent. Et ça, voilà, ouais. Bon, moi ça m'amusait, tu vois, mais il y en a que ça énerve, quoi. Mais bon, c'est dans la culture populaire, faut faire avec. Où les gens, ouais, ils comprennent pas ce qu'ils voient, souvent, des fois ils comprennent pas ce qu'ils voient, ou ils comprennent pas ce qu'ils entendent non plus, ou il y a tellement pas de culture générale qu'ils comprennent pas du tout de quoi on parle, quoi. Et ça, donc, ben, ils disent des bêtises, forcément, hein, c'est par ignorance, quoi. Après, vraiment, on trouve de tout, quoi. On va trouver des gens extraordinaires, et puis à côté, on va avoir des gens, je veux dire, on les battrait, quoi. Tellement ils sont bêtes à manger du foin, quoi. D'accord. Et toi, et par exemple, il y a une idée préconçue que tu dis, c'est que par exemple, pour toi, que tu dis, en gros, le Puy du Fou, par exemple, qui est un peu ce à quoi pensent les néophytes quand ils pensent reconstitution historique. Toi, tu m'as dit, mais c'est pas la reconstitution historique. Ah bah clairement, le Puy du Fou, c'est le meilleur parc de spectacle à thème historique. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que le Puy du Fou ne s'est jamais revendiqué en disant nous on fait de la reconstitution historique. Alors ils sont là eux c'est du spectacle avec tout ce que ça entend dans le terme spectacle. Et je défie les gens qui disent du mal du Puy du Fou de jouer aussi bien que les gens qui jouent au Puy du Fou. Voilà. Moi, j'ai pu voir de mes yeux, enfin, j'y suis allé 2 fois, je compte y aller une 3e fois au Puy du Fou, c'est juste merveilleux. La première fois que j'y suis allé, j'étais à la limite de chialer, quoi, parce que c'était beau, quoi. En fait, j'étais ému de la beauté du parc, quoi. Et la compétence des gens, des cascadeurs, la compétence des gens, parce que c'est dur quand même, hein, ce qu'ils font. Faut enchaîner les journées, faut enchaîner les semaines, c'est pas l'usine, mais presque quand même. Les spectacles, ils se répètent, tout ça, et tout est tout le temps parfait, quoi. Donc je mets vraiment au défi les détracteurs du Puy du Fou de tenir une semaine et de faire la qualité spectaculaire de ce qui se fait au Puy du Fou, quoi. Voilà. Et ils le font une semaine et après on en reparle. J'ai surtout l'impression que les détracteurs du Puy du Fou, c'est surtout pour des raisons politiques plus qu'autre chose. En tout cas, oui, moi. Bien sûr. Donc, du coup, est-ce que du coup le Puy du Fou se revendique être des évocateurs, parce qu'on voit souvent cette différence entre les reconstituteurs et les évocateurs. Oui, alors ça c'est encore autre chose. Non, le Puy du Fou, c'est du spectacle. D'accord. Comme vous allez voir un film de cinéma, au cinéma, vous allez voir oh, je suis vieux, mais quand je suis allé voir Le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans, quand il est sorti au cinéma, je savais très bien que c'était pas historique, quoi. Oui. Mais pourtant j'ai passé un super moment. Et alors qu'ils portent des cottes de mailles, ils portent des casques, ils portent des épées, c'était très proche. La tenue des mecs du Rohan, c'est très proche de la réalité, mais ça se voyait bien que c'était pas vrai, quoi.
Et ben quand on va au Puy du Fou, ben, c'est comme si on allait voir un film de KPDP, sauf que c'est une forme de théâtre spectacle, quoi. C'est du vrai. Les gens que vous voyez faire le spectacle, il n'y a pas d'effets spéciaux faits par infographie ou voilà, ce qui se passe, c'est vrai, quoi. C'est pour de vrai. Pour de vrai dans le sens spectacle. Après les évocateurs et les reconstitueurs pur jus, ben oui, ben alors le but de l'évocateur, c'est de pas être précis sur forcément sur le. Je vais prendre un exemple, c'est les vêtements. Hein. Il y a des époques où ben, il y a des tissages qui n'existent pas ou des matériaux qui n'existent pas, qui sont pas encore découverts ou qui ne sont pas à ce moment-là, à cet endroit-là. Mais par commodité, effectivement, porter du coton, ben, ça coûte moins cher que de faire un truc en soie ou en lin. Donc l'évocateur, il va être plutôt permissif sur l'utilisation des matériaux. Il va parler plutôt sur une tranche d'époque plutôt que sur une année précise. Voilà, il va être plutôt dans le flou. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent dans ce qu'il sait. Alors que le reconstituteur pur jus, ben lui, son objectif va dire, ben voilà, moi je veux reconstituer la période, 1490-1495. Ou 1500, voilà, sur une période de 10 ans, bon, ben, il va faire un énorme travail d'enquête pour savoir qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est pas connu, qu'est-ce qui est plausible d'avoir et qu'est-ce qui n'est pas plausible d'avoir, et qu'est-ce qui est sûr de ne pas avoir pour pas faire de problème au niveau d'anachronisme. Et donc son objectif, c'est vraiment d'être le plus dans le cadre possible par rapport à la date fixée, à la zone géographique fixée, sur l'ethnie qui va représenter. Ben, si c'est une personne qui vient d'Ouzbékistan, bon ben il va pas être habillé pareil qu'une personne qui vient du Danemark ou une personne qui habite en Espagne. Donc la première étape, c'est la documentation, c'est croiser le plus de sources bibliographiques ou autres. Ah oui, c'est fondamental. Même pour l'évocateur, hein, même pour l'évocateur, c'est fondamental. Sauf que l'évocateur ne va pas pousser jusqu'à la perfection, quoi. Il va se donner une certaine aisance, quoi. Et souvent c'est à cause il y a souvent une histoire de fric derrière, parce que certains matériaux qui à l'époque étaient assez courants peuvent être très chers aujourd'hui, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce que dans ce cas-là on prend le risque d'acheter de ce matériau, ou on essaie de trouver un équivalent à moindre coût, ou jusqu'où se pose la rigueur? Ça on va dire c'est celui qui va faire la tenue qui doit être honnête avec lui-même. Hein. Moi je me considère comme un évocateur. D'accord. Mais j'essaye d'être le plus fidèle possible. Mais il y a des trucs où tout simplement j'ai pas le fric, quoi. Donc je m'accepte en tant qu'évocateur, et quand on me pose la question, je le dis. Je ne suis pas un reconstituteur précis. Je suis pas vraiment dans la démarche pur jus. Je suis un évocateur qui essaye d'approcher le plus possible de la réalité. Mais voilà, je suis conscient de mes limites. T'es à la frontière, quoi, vraiment. Ouais, je suis entre deux eaux, tu vois. Alors, il y a ça, donc là, il y a l'aspect purement textile ou matériel, mais la reconstitution, c'est pas que ça non plus. Bien sûr. Et, il peut y avoir la langue. Mm-hmm. Oui. Et parler la langue de l'époque. Ben si c'est déjà le vieux français, c'est pas la même, déjà, pour commencer. Et exactement, rien que dans notre zone géographique, que ce soit sur le pourtour méditerranéen de la France ou dans l'arrière-pays, il y a 800 ans, le français c'est pas le même, quoi. Voire même c'est pas du français. Donc déjà là, tu vois, un puriste sur le textile, tout ça, qui va dire ouais voilà, il faut que la toile soit comme ça, et que le gars il va être chiant, quoi. Tu lui dis oui, mais est-ce que tu parles la langue de l'époque? Et s'il la parle pas, c'est un évocateur, c'est plus un reconstituteur, puisqu'il n'est que sur le matériel, techniquement le plus facile au final, puisque c'est une question d'argent. Mais s'il parle pas la langue de l'époque, s'il connaît pas les us et coutumes, s'il connaît pas la religion de l'époque, et s'il est pas capable de l'expliquer, en fait c'est un mannequin vivant, mais c'est pas plus, quoi. Je vois, ouais. Moi je me rappelle à un moment donné, lors de visites dans le château du Haut-Königsbourg à l'époque en Alsace, tu avais celle qui faisait les visites, qui s'efforçait à parler dans un vieux français, au lieu de dire pas, elle disait point, par exemple. Elle essayait de parler vraiment le français de l'époque. En tout cas, ce qui s'en rapprochait le plus. Ça, déjà, c'est un effort énorme. Hein. Il y en a qui le font pas. Hein. Bien sûr. Mais alors, donc, dans ma longue carrière depuis 2006, ça va faire 20 ans. Hein.
je suis vieux. Et ben après, j'ai fait du romain un petit peu. J'ai fait 3 ans dans une légion romaine. Et ben, j'ai tâché d'apprendre un minimum de latin. Même quand je faisais encore du médiéval à l'époque, je m'étais fait une tenue de Templier, parce que voilà, à un moment j'avais dit, c'est amusant les Templiers. Ben, je me suis fadé les 600, je crois qu'il y avait 600 articles sur l'ordre des Templiers, comment on vit dans l'ordre des Templiers. Je les ai lus. D'accord. 600 articles. Donc il y a des trucs que j'ai découverts sur des péchés que je ne nommerai pas et que l'on ne nomme pas et qui se passent entre les frères. Voilà, ben voilà, on découvre des choses, quoi. Ben, ceux qui lisent pas les 600 articles, ben, ils peuvent pas dire qu'ils font du Templier, parce qu'il faut au moins le lire une fois, parce qu'il y a des trucs, c'est délirant, quoi. Oui, donc tu vois, le curseur de la reconstitution historique, tu peux vraiment le pousser très 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 loin, mais vraiment jusqu'à même essayer de parler couramment la langue d'époque. Donc ben, pour le sud de la France, c'est plutôt l'occitan, quoi. Et donc tu parles en occitan aux gens en étant dans la tenue d'époque et après tu leur expliques en français pour qu'ils comprennent, hein, tu vois. En occitan ou en catalan aussi. En occitan ou en catalan. Oui, ou en catalan, tout à fait, oui. Tout dépend bon, après sur moi, je suis vraiment en Occitanie là où je vis, donc c'est vraiment l'occitan. Oui. Mais déjà c'est une plus-value énorme, c'est-à-dire je porte la tenue, je parle la langue d'époque, je peux l'expliquer, je peux parler des us et coutumes. Voilà, on est quand même dans une certaine élite de la reconstitution. D'accord, ouais. Ouais, parce que donc en fait, c'est pas juste du simple grandeur nature à thématique historique, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça peut prendre quoi, plusieurs mois, plusieurs années pour ce genre de travail? Des années. Des années, des dizaines d'années. La tenue, c'est le plus simple au final. Oui. Il suffit d'avoir de l'argent. Si t'as de l'argent, t'as la tenue. Mais après le reste, faut l'apprendre. Donc c'est du temps. C'est du temps que tu vas pas passer à être à flâner ou à aller au cinéma ou à jouer aux jeux vidéo ou que sais-je, tu vois. Ben non, t'étudies. Donc j'ai appris toujours pareil quand je faisais du médiéval. Ben j'ai voulu comprendre ce que c'était l'hérésie cathare, donc j'ai appris le catharisme. Voilà, je voulais savoir de quoi on parlait. Le féodalisme, comment ça marche, le système monétaire, au moins avoir les bases, comment ça marche. Donc t'es obligé d'élever ton niveau de culture générale en fait si tu veux être compétent et si tu veux être crédible, quoi. Ouais, je me souvenais d'un moment donné d'un youtubeur qui s'appelait Gonza qui faisait des caméras cachées. Et à un moment donné, il avait été demandé pour des gens, je crois, qui faisaient une recréation, je crois, de la bataille dans un cours. Je crois que c'était ça. Il faudrait revoir. Mais la vidéo est encore ligne sur sa chaîne. Où il fait croire à une personne qui dirigeait une équipe de reconstitueurs qu'en fait, il n'était pas retenu parce que c'était pas assez rigoureux, etc., etc. Et que, écoutez, vous restez sur le côté, vous participez pas. Et en fait, le mec lui menace littéralement de lui mettre le gantelet dans la gueule, il menace de lui mettre une gifle. Et sur le moment, ça m'avait surpris, mais avec ce contexte-là, en fait, c'est des années de travail pour en fait qu'on te dise, en fait, t'es pas retenu, quoi. Donc la frustration, elle est énorme. Bon, après, heureusement, il lui a dit que c'était une caméra cachée, que voilà, mais. Oui. Mais si tu veux, c'est vachement le gars qui a passé des années et qui sait qu'il est dans les clous. Et c'est un gogol qui commence à le chatouiller sur des trucs qui tiennent pas la route. Ouais, c'est sûr, si le mec il a le sang chaud, ça va mal finir. Ouais. Et, donc j'ai fait du romain et après j'ai découvert, suite à l'invitation du président de l'association Jadis Animation Historique, de venir faire du Seconde Guerre mondiale. Je ne l'avais jamais fait. Alors, j'hésitais un peu à y aller parce que je sais que c'est un milieu c'est assez chiant au niveau des règlements militaires et tout. Dès qu'il y a un peu de travers, tout le monde, il y en a qui s'excitent tout seul, tu vois. Ouais, mais je crois, j'ai cru voir une statistique comme quoi 50% que la Seconde Guerre mondiale, que le Moyen Âge, la Seconde Guerre mondiale et le Premier Empire apparaissaient comme les périodes les plus représentées. Oui. C'est clairement ce qui marche le mieux. Mais là, franchement, j'ai trouvé une assoce dont je suis toujours membre, vraiment exceptionnelle. On s'entend super bien. Et depuis 2019, on voit la sauce est montée en puissance en termes de tenue, de justesse des tenues, du
du travail d'apprentissage, de culture générale sur le truc. Vraiment, c'est très plaisant de travailler avec des gens comme ça. Et puis, du coup, ça me fait avancer aussi. Enfin, voilà, donc on fait de la Première Guerre mondiale, moi je fais un petit peu de Second Empire, on fait de la Seconde. C'est très plaisant, quoi. Et ouais, si vous aimez bien, je pense il faut pas hésiter à se renseigner, à aller voir s'il y a vraiment une période qui vous plaît. N'hésitez pas à contacter une asso si elle est dans votre secteur, au moins pour voir une fois. Et puis si ça vous plaît, si l'ambiance vous plaît, ben vous signez, quoi. D'accord. Et il y a des gens qui participent à des reconstitutions de batailles qui les intéressent eux, ou des fois il y a des aventureux qui se disent tiens, je connais pas, je vais me lancer dans ce projet-là, même si je connais pas cette période, mais ce sera l'occasion de me renseigner. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus aventureux que d'autres, ou en règle générale c'est on va sur notre période de prédilection ou de préférence? Bon, en général, il y a déjà il y a un rapport humain. Hein, faut bien s'entendre avec les gens avec qui on va faire les journées. Ah oui. Parce que, déjà de base. Et puis après, il faut avoir quand même une affinité avec la période. Faut avoir une affinité un petit peu quand même avec la période. Oui. C'est clair, à mon avis. Après, je dis pas que ça n'arrive pas, que le type il arrive et qu'il dise ah ben je connais pas, je vais essayer, quoi. Mais partir de zéro, c'est faut avoir une sacrée volonté quand même. Hein. Faut avoir le cul épais, oui. Ouais, c'est clair. Est-ce que la reconstitution peut aller sur d'autres choses? Par exemple, je vais donner un exemple. Je sais pas si tu as entendu parler de Guédelon. Je crois que c'est ça le nom du château. Guédelon. Oui. Oui. Est-ce que ça, alors on précise pour le chat, Guédelon, en gros, c'est une personne qui a acheté un terrain pour reconstituer un château fort, mais avec les matériaux de l'époque. Il a dit, les grues Caterpillar et autres, j'en ai rien à foutre. Je le fais avec les matériaux de l'époque. À l'époque, tout le monde l'a regardé avec des euros comme des soucoupes en disant ton projet, c'est un projet de malade, ça se fera jamais. Et en fait, il y a tout un attroupement de médiévistes en chair et en os qui sont venus le rejoindre dans le projet. Et finalement, le château a pu se faire et je crois qu'il est sur la finition. Je sais plus, mais j'avais entendu. Ah oui, là, ils ont fini. Hein. Est-ce que Guédelon, c'est les écuries maintenant. Et est-ce que Guédelon, c'est de la reconstitution historique? Bah oui. Ok. Alors, peut-être pas au sens où certains diront oui, mais c'est pas. Parce qu'il y aura toujours un gars qui sera là pour pisser froid, tu vois. Voilà, oui, mais c'est pas selon des vrais plans, sur un vrai site, gna 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 gna. Sauf que il y a quand même derrière Guédelon, c'est pas un décor en carton-pâte, quoi. Il y a quand même un énorme travail de maçonnerie, de compréhension de la maçonnerie d'époque. Je veux dire, là aussi, en termes d'intelligence, en amont du travail, c'est titanesque. Et puis trouver les carrières, toute la logistique, amener les matériaux, comment on s'organise, tout ça. En plus, avec la contrainte de n'utiliser que les outils d'époque, bah oui, c'est de la reconstitution. D'accord. Non, mais je voulais savoir si c'était vraiment c'était vraiment reconstitution de bataille ou si ça pouvait s'appliquer dans la construction du château. Ça couvre tous les domaines. D'accord. Ça couvre tous les domaines. Tu peux très bien avoir de la reconstitution sur le tissage, où la personne, elle n'a strictement aucun effet militaire sur elle. Hein, c'est pas son sujet. Par contre, elle va t'expliquer le tissage au Moyen Âge, quoi, ou dans l'Antiquité, ou la poterie, ou l'écriture. Ou comment on fabrique du papier. Est-ce que dans ce cas, par exemple, les fêtes médiévales qui peuvent s'organiser dans certains endroits, par exemple moi à Béziers c'est les Caritas, à Sommières il y a les fêtes médiévales de Sommières, est-ce qu'il y a une part de reconstitution ou est-ce que c'est comme le Puy du Fou, c'est juste, c'est juste du divertissement? Ah ben là il y a à boire et à manger. D'accord. Des fois ça va être génialissime. Et puis des fois, ça va être de la fête à neuneux. T'as des exemples qui te viennent en tête? Oui, dans la Drôme. Ouais, dans la Drôme. En fait, on a eu deux. Ouais, c'est dans plus ou moins le même secteur. Donc une fois où notre emplacement, c'était à côté des autotamponneuses, quoi, et du punching ball. Oh, putain. Ah, c'était marqué fête médiévale, tu vois. Et après, il y en a eu un autre où pareil, il y avait la pêche au canard, quoi. Il y avait des trucs, le bar. Il y avait le bar juste en face de là où on avait notre camp et la pêche au canard à côté, tout ça. Donc j'en ai profité pour faire une photo en train de faire la pêche au canard en tenue de chevalier. Ah, celle-là, les collecteurs, faut la garder, ça.
Bah oui, mais si tu veux, c'est tellement délirant, quoi. Et t'as les mecs en train de picoler au bar, en train de nous regarder, en train de faire notre spectacle, quoi. La fameuse fête médiévale où on boit de la 8-6. Ouais, mais c'est la fête à neuneux, tu vois. Bon, ben ça, malheureusement, pour une association, ce genre de truc, en plus, c'est ce qui paye souvent le mieux, quoi. Parce qu'il y a aussi, il faut rentrer du fric, quoi, pour la sauce, pour payer les assurances des véhicules, acheter du matériel, renouveler le matériel, financer les projets qui peuvent être assez ambitieux. Bon, ben, il faut de la maille, quoi. Hein. Donc, il y a des médiévales où ça va être génialissime, où ça va être vraiment le truc. Je me souviens à l'époque, c'était les médiévales de Montané, du côté de Tarbes. Il y avait ou dans des petits villages, tu vois, des trucs qui sans prétention, et en fait les orgas étaient ils étaient vraiment dans le trip, quoi, et ils te faisaient, c'était génial, tout petit mais génial. Et puis t'avais des trucs, c'était la fête à neuneux, quoi, où t'y vas pour prendre le fric, quoi, parce que t'as besoin d'argent, quoi. Donc tu fais vraiment le chevalier au milieu des autotamponneuses, de la pêche au canard, pas loin du bar avec les poivreaux, et puis t'as la barbe à papa, et puis voilà, quoi. Donc ouais, donc les associations dont tu as fait partie, elles ont déjà participé à des fêtes médiévales. Ah ben celle où je suis resté pendant 10 ans, oui. C'était le cœur du métier même. D'accord. On avait fait des trucs, c'était assez amusant. Je me souviens une fois, c'était en Provence, une réception pour les pontes de Boeing, quoi. Et les mecs, ils voulaient des chevaliers. Donc ils ont eu des chevaliers. Attends, des chevaliers sur quoi? Les pontes de quoi? Les pontes de Boeing, des dirigeants de Boeing Europe, quoi. De Boeing, les avions? Ouais, Boeing. Il n'y a pas 50, hein. Boeing Europe, il se faisait un petit gueuleton là dans un château en bord de mer, là, un truc assez luxueux. Ils voulaient des chevaliers, ils voulaient absolument avoir des chevaliers à cheval. Bon, mais ils ont eu 3 types à cheval ou 4, et puis ils nous ont vu ferrailler à l'épée. Et puis ça a duré 1h30, 2 heures, et puis on est parti, quoi. C'était 5 heures de route aller et puis 5 heures de route retour. Mais quel rapport entre la chevalerie et l'aviation? J'ai pas compris là. Ben, il y en a pas. C'est que les mecs, ils se sont payés des chevaliers. Ils voulaient des chevaliers pour leur gueuleton, et donc ils se sont payés des chevaliers. D'accord. Et ben ça fait partie du truc que tu dois, des fois, que tu dois faire pour pouvoir financer les projets. Ben, quand tu as pour projet de mettre en place un spectacle à cheval, sur un gros événement, par exemple, une des médiévales qui était excellente quand j'en faisais, c'était Terme d'Armagnac, dans le Gers. Bon, quand t'es dans le Cantal et en Aveyron, ça demande du fric pour y aller, quoi. Donc il faut avoir les reins solides, il faut que l'association puisse avancer les frais de déplacement, le carburant, le van à chevaux, c'est même un poids lourd, hein, parce qu'il faut transporter 6 chevaux, bon, il faut un poids lourd. Voilà, mais si tu veux, le gars qui a les chevaux, qui transporte les chevaux et qui s'occupe des chevaux, si tu veux, il faut le payer, lui. Oui, bien sûr. Et c'est pas magique, quoi. Hein. Donc, pour ça, tu dois manger un petit peu, des trucs qui sont pas super, quoi. C'est ou des caprices, d'entreprise, ou alors des fêtes à neuneux, quoi, c'est ce que j'appelais, quoi. D'accord. Et il y a d'autres contraintes que vous rencontrez par rapport à la monétisation de l'activité de l'association? Or, des contraintes, ouais, après, il peut y avoir des contraintes au niveau des sécurités, tu vois, des fois, les orgas, ils pensent à des trucs et en fait, tu dis, oh, wow, c'est chaud ce que vous faites. Hein. Il peut y avoir des morts quand même là. Par exemple, faut éviter de faire passer le public à côté des chevaux, quoi, tu vois, ou même des fois, il y a eu des fois où il y a un cheval qui meurt parce qu'il y a un gars qui a donné un croissant au cheval, quoi. Et le cheval est mort. Ah merde. Ah ouais, putain. Et oui. En plus, le type il pensait pas à mal en plus, hein, mais non en fait. En plus, mais le gars il pense pas à mal, sauf que c'est un tocard parce qu'il a donné un croissant à un cheval, quoi. Et il a tué le cheval est mort étouffé. Et voilà. Donc là, t'imagines pas les problèmes qu'il peut y avoir, ou alors des trucs où j'ai pas été, hein, on m'a raconté, hein. Mais il y a les chevaux, puis il y a un gamin de 3-4 ans qui échappe à la surveillance de ses parents, et le gamin se fout entre les pattes du cheval, le cheval a peur, il le piétine. Bon, mais comment tu gères là, ta journée maintenant? Bah oui. Ah non mais c'est donc...
Ouais, parce qu'en plus, il y a le côté un peu dissipé de certains publics, ouais, qui pensent que du coup, vu qu'il y a des gars, vu qu'il y a des spécialistes dans le coin, tout va bien se passer, oui, mais faut aussi qu'il y ait de la discipline de votre côté, en fait, ils s'en rendent pas compte, quoi. Ah ben, il faut de la sécurité, donc eh ben, il faut que l'organisation prévoit des barrières, prévoit des gens pour surveiller. Et ça prend si tu veux, ça prend très vite. Si tu veux, d'un truc bon enfant où normalement tout va bien se passer, ça peut finir très très mal. Ah ouais. Et ouais, tu vois, donc ça se calcule, là. Mais ça, en tant que troupe de reconstitution, il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi que tu peux peut-être, dans le public, t'as un mec bourré qui va venir pour chercher la merde. Ça aussi. Un emmerdeur. Le gars, il va venir pour chercher les embrouilles. Sauf qu'il faut arriver à garder le contrôle et pas lui désosser la tête, quoi. Alors que le gars veut tout faire pour que tu pètes un plomb. Une fois, je me suis retrouvé donc c'était dans un château en Aveyron, ouais, le château de Peyrelade. Et donc moi, je jouais le rôle d'un peu du mercenaire bandit, tu vois. Donc souvent, moi, je jouais le rôle du méchant. Tu vois. Et à un moment, ben, les gens ressortaient du château et moi je sortais de derrière la porte. J'ai dit maintenant je vais vous rançonner, vous pouvez pas sortir, tu vois. Et je mets mon doigt devant pour désigner les personnes. Et là il y a un gars qui me prend le doigt, il commence à me faire une clé de doigt pour me faire mal. Il veut me faire mal. Et donc et là je dis aux autres, il est en train de me faire une clé de doigt. Donc j'annonce ce qui se passe et je lance mon coude pour le frapper au visage et j'arrête mon coude à 1 centimètre de son visage. Je dis t'as vu, t'as failli perdre la mâchoire. Ouais, voilà. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Pendant quelques secondes, t'es sorti de ton perso. Non, mais je me suis défendu parce qu'il me faisait mal. Il était en train de littéralement, il me faisait mal au doigt, quoi. Et à la limite de l'entorse du doigt. Moi, je fais du spectacle, je suis pas là pour me faire tordre les doigts, quoi. Bah oui. Donc si tu me tords le doigt, je te casse la mâchoire. Et là, il a vu que effectivement, le gars, il s'est retrouvé con en fait parce que moi, mon coude, j'ai toujours des coudières, hein, donc mon coude est armé. Littéralement, il est passé à 2 doigts de perdre des ratiches, quoi. Mais ça va que je savais ce que je faisais, donc j'ai arrêté juste au dernier moment pour lui faire peur. Mais ça peut arriver que il aurait fait ça avec un gars hyper explosif ou qui est très très explosif, ouais, où on lui fait mal, il fait mal. Le gars il prenait un coup de coude, quoi. Et après ça partir pour coups et blessures. T'as une autre fois, une histoire là aussi. Enfin, il y a plus de 10 ans, quoi. Les épées étaient sur leur atelier. Une gamine arrive, d'une manière ou d'une autre, elle arrive à sortir une épée du retalier, et elle se prend l'épée dans la gueule, quoi. Et elle se pète une dent. Oh. Et ça a duré 2 ans, l'histoire avec les assurances. Qui est en tort? Parce que les parents ont porté plainte. Ah putain. Voilà, ça c'est vraiment tout un truc, ce côté qu'on voit pas, hein. Il y a le côté super cool de la reconstitute. Et puis il y a le côté où voilà, il y a un truc qui se passe, il y a un blessé, il y a ci, il y a mi, et puis il y a toutes les emmerdes qu'il y a derrière, quoi. Mais il n'y a pas que ça, hein. Je raconte des anecdotes, mais oui, sur les dizaines et les dizaines d'événements que j'ai fait, bon, c'est même pas, il y a même pas 10 fois où ça aurait pu mal finir, où ça a mal fini, quoi. Mais ça peut arriver, ou faire un malaise. Moi j'ai eu fait un énorme malaise dû à la chaleur, où j'étais bloqué dans mon armure, j'arrivais plus à respirer, et je me suis vu y passer, quoi, parce que c'était impossible de m'enlever l'armure. J'ai vraiment cru y passer cette fois-là. Et c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du truc. Bon, ça fait des aventures. Ouais, faut anticiper ce genre faut anticiper qu'il peut y avoir ce genre d'incident, mais c'est pas non plus fréquent constamment, quoi, en règle générale. Voilà, exactement. Après, techniquement, suivant l'époque que vous voulez reconstituer, si vous êtes faible physiquement, faut bien réfléchir au personnage que vous voulez incarner, quoi. Oui, surtout que si par exemple c'est dans une période médiévale, quand tu regardes les côtes de mailles ou les armures qu'ils portent, comment dire, si tu fais pas un certain poids physique, ça risque d'être compliqué de tout soulever tout ça. Vaut mieux faire du civil et puis c'est réglé. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je voulais poser une question par rapport à tout ce qui est recherche historique.
Parce qu'il y a plusieurs historiens qui ont traité les différentes périodes, et ça peut arriver que des historiens se plantent sur un sujet donné, et ça peut arriver qu'il y ait des livres qui traitent mal du sujet. Comment vous faites dans la recherche historique pour vraiment trier le bon grain de livret, en gros, pour voir quels sont les ouvrages qui sont les plus fiables sur les périodes données? Alors, toujours pareil, croiser les sources. Ici, moi par exemple, je sais pas si tu as vu les dernières vidéos que j'ai pu sortir, notamment à propos de la rapière. Je me pose vraiment complètement en faux par rapport au terme de la rapière en France. Donc, soit je veux pas créer de vagues et je dis rien, soit j'assume, et je dis ben non, parler de rapière en France, c'est une erreur fondamentale au niveau de l'escrime. La rapière n'est pas une arme, ça n'existe pas, c'est une arme de spectacle. Ben là, faut assumer, quoi. Faut avoir les arguments derrière. Après, c'est un choix. Soit tu veux pas avoir d'ennui et tu dis rien, soit t'assumes que ça va argumenter fort, quoi. Après, si t'es sûr de toi, faut y aller, quoi. D'accord. Mais du coup, pour trier les différents ouvrages historiques qui parlent de sujets et voir qui sont dans le vrai ou qui ont des inexactitudes, tu passes par le croisement des sources, c'est ça? Ouais, et notamment par Gallica, hein, donc après il y a Google Books, tout ça là, mais principalement par Gallica pour vérifier par moi-même. Je lis le livre de l'historien, puis après, je prends pas ça comme argent comptant. J'essaye d'être scientifique et là où j'ai des doutes, je remets en cause et je vais refaire mes recherches derrière. Est-ce que tu prends souvent des notes sur ce qu'il faudra vérifier ce qui est en général, ce qui en général fait l'unanimité? Est-ce que tu as des notes? Est-ce que tu prends des notes régulièrement sur les... Non, ça va, pour le moment j'ai de la mémoire, donc je le garde en tête. Ok. Ouais, en général je le garde en tête et vraiment si j'ai peur d'oublier, ouais, je mets un petit bout de papier d'un côté là, et un petit post-it comme on dit. Mais non, après non, je fais pas ça. On parlait à un moment donné des erreurs que font les néophytes. Tu parlais du fait qu'à chaque fois ils citent les visiteurs, ils reviennent sur les visiteurs, et bon, toi ça t'amusait plus qu'autre chose. Est-ce que tu as vu des gens dans la discipline qui font ce travail comme toi, qui font des erreurs flagrantes? Ça arrive, oui. Est-ce que tu as des erreurs qui reviennent régulièrement, où tu te dis non mais en fait faut arrêter avec ça? Ça peut arriver des fois sur des croyances populaires, des fois. Ah, ok. Ou simplement la négligence, quoi. Et le problème, en fait, souvent, c'est les chaussures. Ça, c'était à l'époque déjà, c'était vraiment un problème récurrent, c'est les chaussures. Parce que les chaussures d'époque, ouais, parce que par rapport à nous, notre mode de vie, où les gens vivent beaucoup en basket et chaussures de mauvais aloi, les chaussures d'époque, elles sont assez c'est rustique, quoi. C'est juste c'est du cuir, hein, ou voire c'est du sabot de bois, quoi. Donc des fois il y a de la négligence sur les chaussures par confort. Ensuite il y a de la négligence aussi énormément, et ça c'est dommage parce que ça ruine des tenues, sur les lunettes. Ah oui, les gens font pas l'effort d'avoir des lunettes d'époque ou de mettre des lentilles, ou voilà, pendant 2 heures ils mettent pas de lunettes. Bon, ils y verront moins bien, mais au moins de pas porter des lunettes modernes, trop modernes, dans des tenues notamment, les trucs Renaissance médiévaux. Maintenant ils ont trouvé des lunettes d'époque, quoi, des vieilles lunettes, hein. Alors il y en a qui s'en sont fait faire, hein, donc c'est super. Puis t'en as d'autres qui s'en fichent, quoi. Ils gardent leurs lunettes à double foyer ou autre, ou voire même les lunettes de soleil modernes, hein. Parce que les verres fumés c'est très vieux. Il y a moyen vraiment d'avoir bien reconstituer des lunettes à sa vue, en gardant des montures qui ressemblent un peu à l'époque, quoi. Mais il y en a, ils font pas l'effort de ça, quoi. Pourtant, il pense pas forcément, par exemple, aux lentilles de contact. Normalement, ça pourrait aider. Moi, c'est ce que j'avais fait, les lentilles de contact. D'accord, ok. Ouais, parce que moi, c'est le premier truc qui me viendrait en tête si je portais des lunettes, c'est lentilles de contact, du coup. Oui, c'est très pratique, hein. Tu prends des lentilles jetables, t'en prends 30, là, et t'en as assez pour ta saison, quoi.
Après, est-ce que pour avoir déjà essayé de mettre des lentilles, tu sais, parce que moi je traînais un peu dans tous les milieux geek Japex et j'ai déjà essayé de mettre une lentille, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être un peu désagréable, c'est peut-être plus par. Ça s'apprend, quoi. Au bout de 5-6 fois, normalement, c'est gagné. Hein. Moi, je mettais les lentilles, j'arrivais sur site le matin, je m'habillais, je mettais les lentilles, puis c'était réglé, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais vraiment, c'est vrai que les chaussures, c'est vraiment le truc qui peut poser problème par Tu nous commodité avais souvent. montré d'ailleurs un exemple de chaussures d'époque lors Oui. du numéro sur les arts martiaux, effectivement, ouais. Et tu expliquais justement que la dureté de la semelle était souvent utilisée dans les arts martiaux pour la Ah défense. ben, tu veux taper avec une chaussure dure, ça n'a rien à voir que taper avec un basket. Hein. Avec des baskets, ça n'a rien à voir. Mais notamment le fait de ne pas avoir de semelle caoutchouc. Hmm. Oui, parce qu'il n'y avait pas de caoutchouc à Ça, l'époque. il n'y avait pas de caoutchouc et surtout ils savaient pas le faire tenir sur une chaussure, quoi. Hmm. Et, ça c'est principalement les Américains à la Seconde Guerre mondiale qui vont vraiment démocratiser la chaussure avec semelle caoutchouc. Avant ça, en Europe et pendant plus de 2000 ans, ce sont des semelles cloutées, quoi. Oui, dont celle que tu nous as montrée la dernière fois. Exactement. Sauf que les semelles cloutées avec des clous en fer, ben, tu peux pas aller partout avec parce que si tu veux, le gars qui organise la médiévale ou le truc sur la Première Guerre mondiale ou sur de l'antique et tout ça, s'il commence à avoir 15 bonhommes qui débarquent sur son parquet avec des chaussures cloutées de fer, le parquet il est mort, quoi. Ouais. Donc on dit bon ben on va accepter la semelle caoutchouc. Mais ça vous est déjà arrivé que des événements vous demandent de privilégier plus les chaussures en caoutchouc que les chaussures cloutées? Ça dépend, moi tu vois je prends les deux paires. Je prends la paire cloutée et la paire caoutchouc. Comme ça je sais que si je dois aller dans une réception, un endroit où c'est pas même un truc tout con, hein, mais tu vas dans un endroit où c'est du carrelage ou du dallage en ville où toute la ville est dallée, pavée, bien lisse, bien polie là, avec des chaussures à clous, t'as une chance sur deux de te faire une entorse du genou quoi, et de défoncer la gueule par terre parce que t'as glissé. Le faire sur le carrelage c'est une horreur. Oui, bien sûr. Donc ben là, hop, moi je bascule en caoutchouc parce que je veux pas me faire mal. J'ai eu fait, quand je faisais la Légion romaine, on avait fait c'était à Orange, je crois, on avait fait des défilés. Les plaques en fonte, les plaques d'égout en fonte et le dallage des trottoirs, tout ça, pour nous, c'était un risque potentiel pour le genou à chaque pas, quoi. Parce que les chaussures cloutées, c'est fait pour aller dans la terre, c'est fait pour aller, c'est du 4x4, quoi. C'est pas fait pour aller sur du carrelage, quoi. Ok. Il y a une question que je... Donc voilà, il y a des trucs. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, continue, excuse-moi. Ouais. Vas-y. Non, mais il y a une question que je me posais par rapport à la reconstitution historique. Est-ce que ceux qui pratiquent cette discipline, est-ce que c'est pour un côté un peu ludique, comme une sorte de grandeur nature avec une rigueur historique pointilleuse, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une volonté d'être un sorte de relais vivant de certaines périodes historiques, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Je pense que c'est plus un mélange des deux. Bien que y a toujours des individualités, mais moi c'est clair que ma motivation c'est que j'aime l'histoire de France en priorité et oui en priorité, oui j'aime l'histoire de France en priorité, oui c'est vrai. Et j'aime retransmettre, servir de relais quoi pour apprendre aux plus jeunes, voilà. L'histoire de France, les héros, les batailles, les bons points, les mauvais points, parce que ça aussi ça compte. Il faut expliquer les erreurs du passé, on peut pas les refaire. Après, il y en a qui vont parce que c'est leur plaisir personnel. Après, il y a des gens, ils ont besoin de s'affirmer en montrant qu'ils c'est eux qui ont la plus belle tenue, la plus précise, le plus truc. Bon, ben voilà, il y a de l'ego. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment dans le don d'eux-mêmes pour pour éduquer quoi, l'éducation populaire. Et c'est un spectre très très large, tu vois. Comme autant pour la qualité des tenues, on a un spectre très très large qui va partir de l'ultra précis jusqu'à
jusqu'au costume Wish, quoi, véridique. Et ben là, sur les motivations, ben on parle sur l'éducation populaire et sur même c'est du bénévolat d'éducation populaire, ben, jusqu'à l'autre côté où on est sur une recherche de l'ego pour montrer que ben voilà, on est plus beau, on est plus fort, on a la plus belle tenue. Ça correspond à l'humain, quoi. On a tous les spectres. Effectivement. Toi, tu poses pas de jugement par rapport à ça, quoi. C'est. Non. Non. Après, bon, bah, dire chacun trouve ses motivations. Quand les motivations sont mal fondées, en général, ça dure pas longtemps. Oui. Et quand il y a vraiment quelque chose, il y a une vocation, vraiment une vocation de partage, le public, il le sent. Quand t'as un mec qui est passionné, qui est là pour raconter parce qu'il aime ça et qu'il aime expliquer, qu'il aime échanger, qu'il est vraiment dans le don de sa connaissance, le public, il le voit, il le sent et tout le monde passe un bon moment, quoi. Oui, et puis même celui qui fait ça pour l'ego principalement, s'il a ce côté un peu compétition et que ça le mène à un certain dépassement de soi, quelque part, ça reste un moteur intéressant. Ça peut être un moteur, oui, effectivement, pour augmenter la qualité des tenues. Des tenues, tu vois. Après, la tenue ne fait pas tout. Bien sûr. Et ça, c'est là où ce que je fais rejoint donc par rapport aux arts martiaux français de la dernière émission. Hein. Moi, mon but, c'est d'arriver donc à mêler les arts martiaux français avec la reconstitution. Parce qu'en fait, le truc que j'ai remarqué depuis longtemps, surtout pour ceux qui font du français, ils savent pas. La tenue est peut-être parfaite, ils savent faire de l'ordre serré, mais ils savent pas manier les outils, quoi. Ils savent pas faire du sabre, ils savent pas faire de la baïonnette, ils savent pas faire de la savate, ils savent pas faire de l'escrime tout court, quoi. Et en fait, je trouvais ça délirant en disant, mais si on veut faire de la reconstitution historique, il faut taper. Effectivement, la tenue, c'est important. Mais bouger dans la tenue comme il faut et comme ça se faisait à l'époque, ça fait aussi partie du truc, quoi. Donc il faut être réglo à tous les niveaux. Donc si on veut faire si on veut faire du grognard ou du grenadier de la garde impériale, il faut savoir manier le sabre, il faut savoir manier son fusil baïonnette, quoi. Et puis il faut avoir la force pour le montrer. Il faut être cohérent jusqu'au bout, quoi. Donc c'est pour ça que moi mon truc c'était vraiment c'est ce que je fais petit à petit quand je suis avec les copains, j'essaye autant que possible de les initier aux arts martiaux français pour qu'ils puissent montrer aussi autant que possible des trucs qui correspondent à la tenue qu'ils portent. Et comment est accueillie cette rigueur vis-à-vis des arts martiaux français dans la reconstitution par tes collègues? Alors au début on m'a regardé comme un extraterrestre. Puis petit à petit ils ont vu que effectivement c'est sérieux son truc là. Et puis après y en a ils ont voulu tester un petit peu voir, tu sais, alors et c'est vrai ce qu'il fait ou pas, ou c'est du flan. Puis bon ils ont vu que c'était vrai. Et je me souviens un des collègues là, à un moment je faisais une explication, il arrive, il me chope par derrière là, comme en me disant ah maintenant tu fais quoi? Et là je lui fais une prise de lutte dans la foulée, il se retrouve sur le dos, je dis je fais ça. Et là il me regarde par terre en me disant effectivement faut vraiment pas t'embêter. Et du coup ils disent j'aimerais bien que tu nous apprennes ou que tu pendant le week-end tu nous fasses une petite session devant le public et c'est comme ça que ça rentre petit à petit. Mais de toute façon la seule façon de convaincre c'est de faire soi-même et faire faire aux autres. Oui. Effectivement. Et par rapport à la reconstitution historique en France, lorsque j'ai fait mes recherches pour l'émission de ce soir, j'ai vu cette phrase: la reconstitution historique s'est développée en France d'après le modèle anglais. C'est possible, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les premières recherches de reconstitution historique datent du Second Empire avec Napoléon III. Donc, les premières reconstitutions historiques, c'était à l'époque de Napoléon III ? Oui, parce que Napoléon III était un féru d'histoire. Il avait même fait sa propre enquête pour retrouver Alésia, et c'est son hypothèse qui avait été vraie. Ah d'accord.
Ouais, parce que j'ai vu ce paragraphe, la reconstitution historique s'est développée en France d'après le modèle anglais à la faveur des spectacles son et lumière et de l'essor des fêtes médiévales au cours des années 70 et 80. Donc ouais, donc en fait... Ouais, et avant ça, sous le Second Empire, il y a déjà des recherches sur la Légion romaine, tout ça. Ça date pas des années 70 et ça n'avait pas forcément des Anglais. Déjà en France, il y avait quelque chose, il y avait une recherche historique, même sur par rapport aux professeurs des armes et maîtres d'armes, d'escrime, tout ça, ils connaissaient les traités anciens, quoi. Ils connaissaient parfaitement les traités anciens, ils avaient lu, tout ça, donc ce souci de sauvegarder le passé, ça existe. Mais même par exemple, j'ai un exemple en 1939, 1938 ou 39, il y a, je crois que c'est le 126e régiment de Brive qui organise une journée porte ouverte pour présenter l'armée française en 1938-39. Et au milieu, il y a de la reconstitution historique de grenadiers de la garde ou de grenadiers, de fusiliers de Napoléon, tout ça, quoi. Donc il y a quand même de la reconstitution historique avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. On a des vidéos début XXe siècle où on voit des tentatives de reconstitution historique sur la Légion romaine. D'accord, donc en fait ça remonte au... Ok, bon, donc, comme quoi, faut toujours vérifier ce qui est dit sur Internet. Autant pour moi. Alors ben voilà. Après, ça veut pas dire que la forme actuelle a sûrement été influencée par la vision anglo-saxonne des années 80-90. Ça, je dis pas le contraire. Mais le désir, la volonté de reconstituer le passé, c'est pas un truc récent en fait. Mais du coup, c'est quoi qui caractérise le modèle anglais? Parce que... Alors, franchement, je sais pas. Je pourrais pas te définir la différence, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as pu observer aussi ce qui se fait dans le reste de l'Europe francophone? Parce que j'ai vu qu'en Belgique et en Suisse aussi, ils font quelques reconstitutions de leur côté. T'as pu observer ce qui se fait là-bas ou pas? Pas plus, parce que je sais que pour moi c'est très compliqué d'y aller, donc Ouais. bon, je regarde les photos un peu comme ci, comme ça, tu vois, mais je me suis pas plus renseigné que ça. Je t'avoue. Moi, je reste surtout dans le sud de la France, et ce sont des petits événements, quoi. Le seul vraiment gros où je suis allé, c'est à Sully-sur-Loire, là, cette année. C'est la première fois que j'arrivais où il y avait, je crois, 1500 reconstituteurs et 40 000 personnes qui sont venues visiter le camp, quoi. D'accord. Pour moi, j'avais jamais vu ça, hein. C'était gigantesque. Est-ce que si un jour il y a un jeune qui se pointe devant toi et qui dit mais moi ça m'intéresse, j'aimerais travailler dans la reconstitution historique, j'aimerais me lancer là-dedans, quel conseil, au pluriel évidemment, tu lui donnerais? Ah bah déjà, définir un petit peu l'époque qu'il aimerait faire. Déjà, pour savoir à peu près vers quoi aller. Et puis d'essayer. De pas se prendre la tête, de pas se précipiter à acheter. Surtout ne pas dépenser son argent avec précipitation, parce que ce sera sûrement un mauvais achat. Tel que j'ai pu le faire moi-même. Ah bon, t'as déjà fait cette erreur-là de fric, Heureusement que ça se revend, hein. Oui. Ben, quand j'avais une tenue d'hoplite, j'avais une tenue de légionnaire, 2 tenues de légionnaire même, romain. Enfin, moi j'ai tout revendu, là, ma tenue médiévale, j'ai entièrement revendu, j'ai tout revendu, quoi, pour pouvoir financer mes tenues 20e siècle. Et donc toi tu conseillerais vraiment d'y aller étape par étape en fait et de pas dépenser sans compter comme dirait le perso dans Jurassic Park. Non, faut y aller vraiment mollo. Ouais, il faut rationaliser autant de pas tomber dans l'émotion, hein. Par exemple, le premier truc ce serait je vais acheter une épée. Ben non, si t'es en basket, en jean, t-shirt avec une épée médiévale, ben t'es pas en reconstitution. Mais est-ce que la première étape ce serait pas plutôt d'acheter des livres sur la période concernée? Bon, sans avoir à acheter des livres, déjà, aller sur Internet un petit peu. Oui, c'est vrai. Discuter avec les gens de la troupe qui t'intéressent pour qu'ils partagent leurs connaissances et qui te donnent les conseils de lecture. Et puis après, dans le côté plus matériel, c'est une chemise ou une veste, un pantalon ou des chausses, et des poulaines ou des chaussures. Au moins commencer par la tenue civile en fait. Oui, parce que du coup, elle est beaucoup plus sobre, la tenue civile est beaucoup plus sobre.
Ah ben surtout, à partir du moment où tu es en civil, tu peux représenter un civil. Et au fur et à mesure du temps, tu pourras, si tu veux faire un guerrier ou ce que sais-je, avec le temps, tu t'achèteras au fur et à mesure. Tu vas bien étudier ton truc, quoi. Mais avec ta tenue civile, en général, les tenues civiles sont c'est assez facile, hein, vraiment pour 150 ou 200 euros, il y a moyen de s'équiper assez facilement avec du matériel d'occasion sur le bon coin, tout ça. Et puis déjà, tu peux faire quelque chose. Déjà, tu peux être présent avec l'association parce que tu jures pas, t'es en civil. Bon, des civils, il y en a toujours eu, quoi. C'est comme dans les RPG, en fait. Tu commences niveau 1 avec un paysan à haillons, et petit à petit, tu montes en niveau, tu montes en grade, et après, tu finis avec un gros chevalier en armure. En gros, c'est un peu pareil, là. Ouais, c'est un peu ce principe, ouais. Sachant qu'après, il y a les associations, souvent, elles prêtent le matériel au début. C'est eux qui vont te filer un pantalon, une paire de chaussures s'il y a ta taille, une chemise, une veste, une casquette, un casque, un béret ou autre. Et puis t'es équipé un peu sobrement, mais au moins t'es équipé. Donc le truc c'est de pas se jeter, pas de précipitation, de bien étudier le sujet qu'on veut faire, bien identifier la tenue qu'on veut faire. Après des tenues. Je connais pas de reconstituteur qui n'a qu'une tenue. Il y en a toujours 2, 3, 4, 5, 10, 20. En fait, on avait fait le parallèle avec le cosplay en coulisses, mais c'est un peu comme les cosplayers, ils ont pas un seul cosplay dans leur armoire, quoi. Ils en ont des dizaines. Bien sûr, moi le premier. J'ai mes armoires, elles sont pleines, quoi. Donc... Donc voilà, et donc le conseil principal, ne pas se précipiter, y aller à un rythme soutenu. Ouais, voilà, y aller tranquillement, bien établir son plan d'achat, budgétiser. Qu'est-ce que tu as besoin en priorité, les fournisseurs, est-ce que tu peux trouver du matériel d'occasion? Oui, non, est-ce que voilà, dans le marché interne, durant les fêtes historiques, tout ça, tu peux pas trouver des gens qui revendent, voilà, donc il y a toujours un gars qui revend un truc, il y a toujours un qui veut acheter. Donc il y a souvent moyen de trouver qu'on cherche. Et puis voilà, gentiment, quoi. En gros, pour avoir une tenue vraiment propre, en se disant, voilà, je suis dans le canon, je suis pas reconstituteur pur, mais je suis pas le fait à neuneu, il faut compter 3 ans. 3 ans? Ouais. Ok. 3 ans pour vraiment avoir une tenue qui tient la route, quoi, vraiment. Le temps de trouver des trucs, parce qu'on ne trouve pas tout le temps. Ou alors ça prend du temps à le fabriquer. Une couturière qui va vous faire une tenue, des fois, il faut attendre 1 an, quoi. Ouais, le temps de vérifier la rigueur historique, d'avoir les bons matériaux. Ah non, c'est juste qu'elle peut pas coudre ton truc avant 1 an parce que son carnet de commandes est plein. En plus, oui, effectivement. Et oui, parce que tu as les recherches. Après, tu dis, ouais, voilà, ça y est, je commande mon truc. Et puis la couturière ou le couturier va dire, ah ouais, bon, là, on est en 2025, là, ce sera pour fin 2026. Prends un ticket, fais la queue. Ouais, c'est. Ah oui, mais t'as pas le choix. Oui, bien sûr. C'est pas une machine, hein, donc il va pas travailler 24 heures sur 24. Hein. Il a que 2 bras, le mec, hein, donc oui, effectivement. Oui, et puis il faut se reposer, et puis il y a une vie de famille, c'est comme tout. Donc voilà. D'accord. Donc, attends. J'essaie de retrouver le fil. Ça sent que je suis un tout petit peu fatigué. Du coup, c'est sur ce conseil qu'on peut. Ah, je suis désolé, les frolos. Je suis désolé. Alors, il y a juste un truc avant de clôturer. C'est un truc que je pourrais dire. Souvent, il y a le conflit entre cosplay et reconstitution historique. C'est un conflit qui n'a pas lieu d'être. Parce que on parle pas de la même chose. Et on peut faire de la reconstitution historique très mal, et on peut faire du cosplay de très haute qualité. Oui, comme je te l'avais dit en bac, je t'avais raconté ce mec qui avait une tenue de samouraï avec des gravures qu'il avait fait lui-même parce qu'il bossait le fer. Voilà. Il y a des tenues des cosplayers.
déjà, c'est un investissement financier, un investissement de temps et de travail. Donc c'est pas parce que c'est pas historique que c'est nul, quoi. Oui, C'est autre chose. c'est différent. C'est autre chose. Mais par exemple, j'en tiens pour exemple personnel. Donc tous les ans, je participe à Game of Geek à Rodez. Donc c'est un événement de culture geek qui prend de plus en plus d'importance, puisque l'an dernier, ils ont fait plus de 5000 entrées sur 2 jours. Donc c'est pas mal. Et moi j'y suis présent avec des tenues historiques. Et je suis le seul mec au milieu d'une culture geek à 200%. Donc je suis un extraterrestre chez les extraterrestres encore. Je suis encore sur un autre truc, tu vois. Et ça se passe très bien. C'est bien accueilli, en règle générale, la démarche? Ah oui, c'est très drôle. C'est très drôle parce que c'est complètement. Au final, c'est décalé dans le décalé par rapport à la normalité. On va encore plus loin, quoi. Et j'en ai pour exemple une fois, il y a une petite gamine avec son papa, je sais pas, elle devait avoir 14-15 ans. Elle vient me voir, j'avais ma tenue Second Empire, là. Elle me regarde comme ça, il fait ah, mais c'est tiré de quelle histoire ou de quel manga votre uniforme, enfin votre tenue, votre cosplay? Ah, j'ai dit c'est tiré de la plus belle histoire qu'il y ait jamais eu. Et le père il me regarde comme ça, et oui, c'est tiré de l'histoire de France. Ah. Et alors le père il a eu le regard, il s'est éclairé. Il dit ah oui c'est vrai, c'est vrai. Alors la gamine elle était un peu décontenancée parce qu'elle s'attendait pas du tout à cette réponse. Et le père à côté de ça, il était là, ah ouais bonne réponse quoi. Bah Donc, oui. tu vois c'est amusant quoi. Ou alors on fait des photos avec voilà, des trucs délirants. C'est amusant. Vraiment, moi ça m'amuse beaucoup parce que c'est complètement décalé, quoi. Bah, Donc si on Pardon. Vas-y. si on devait clôturer sur le sujet, il n'y a pas de conflit à avoir entre le monde cosplay historique. C'est pas la même, on parle pas de la même chose. Et il n'y a pas de conflit à avoir entre le monde spectacle et historique, parce que là aussi, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Et c'est enfin, je veux dire, tout le monde peut cohabiter en paix, quoi. Et il n'y a pas besoin de chercher des conflits là où il n'y a pas besoin, quoi. Oui, de toute façon, en même temps, en début d'émission, tu avais vanté les mérites du Puy du Fou, mais tu as dit c'est pas la reconstitution, c'est du show, quoi. Mais c'était pas. Voilà, et les gens qui disent que les gens qui disent que c'est de la mauvaise reconstitution historique, c'est des imbéciles, parce qu'ils ont rien compris, ou alors ils font semblant de pas comprendre pour dire du mal. Après, il y a des projets, je crois, financés par le Puy du Fou qui essaient de se rapprocher d'une certaine réalité, genre le film Vaincre ou Mourir. Je crois que Oui. Celui-là, là, par contre, il se vantait d'essayer d'approcher une certaine réalité. Oui, bah moi j'ai vu le film, j'ai passé un bon moment. C'est pas le film du siècle, c'est clair, mais vu le budget qu'ils avaient, c'est un film qui atomise totalement le film Charles de Gaulle, par exemple. Je suis allé voir, c'était quand? C'était 3-4 ans, là, ils avaient sorti le film De Gaulle, donc sur la période mai 40. Moi j'ai quitté la salle au milieu du film parce que c'était nul. C'était nul à tous les, nul et hors sujet, quoi. Alors que Vaincre ou Mourir, à la fin de la séance, j'ai applaudi, et toute la salle a applaudi parce qu'on a passé un super moment. Tu sais que je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai toujours pas vu. Ah ben tu devrais. En fait, il y avait une offre où il disait, tu sais, de 3 Blu-ray achetés, le 4e et le 5e offert. Je fais ok, et en fait, c'était Cultura. Et je fais ah, Vaincre ou Mourir, et je dis, bon, il est offert, on s'en branle, et du coup, je l'ai pris, mais je l'ai pas encore regardé. Ben regarde-le. Et il faut le prendre comme c'est, hein, c'est une petite production, c'est un film à faible budget. Effectivement, il y a un parti pris, mais comme tout film a un parti pris. Moi, je connais pas un film qui a pas un parti pris. Le film Indigène, il y a un parti pris. Le film Le Soldat Ryan, il y a un parti pris. Tous les films ont un parti pris. C'est le parti pris du réalisateur et du gars qui a monté le projet, quoi. Ben, je veux dire, pour une fois, c'est un film de guerre français où c'est pas gnangnan, c'est pas nul, c'est pas avec c'est pas larmoyant, ça fait du bien un peu, quoi. Ça fait du bien d'avoir des mecs avec un peu de testostérone, quoi. Oui, et puis surtout, ça doit changer du cinéma français où en fait, c'est soit des mélodrames qui s'assument pas ou des comédies qui font rire une fois sur 10, quoi. Donc, tout ça pour. Oui, ou voire même qu'il n'y a pas de public du tout. Ben, par exemple, il y avait un film que j'avais bien aimé, c'était Un long dimanche de fiançailles. Oh là là!
Ouais, Moi, mais j'avais bien aimé ce film. c'est une production américaine, malheureusement, donc c'est un film américain. Ouais, mais bon, bah, il était pas mal quand même. Ouais. Ah, mais Euh, moi, Jeunet, je le défendrai jusqu'au bout, lui. Hein. C'est un des meilleurs qu'on ait eu. Après, t'avais le film Capitaine Conan, qui est beaucoup plus vieux, Hmm. qui raconte l'histoire des corps francs sur le front d'Orient avec Franchi d'Espéré. Là, c'est très bien. Vraiment, il est bien reconstitué déjà, il est pas mal. Et puis, ça explique un peu qu'est-ce qui se passe quand t'as formé des mecs à l'ultra-violence. Qu'est-ce qui se passe le jour où ils ont plus leur dose de violence. Là, c'est vraiment un film très intéressant, quoi, le Capitaine Conan. Ça me rappelle quand on avait reçu Mathieu Bilaudet pour parler modélisme, et comme il faisait aussi du modélisme historique, à un moment on avait dérivé sur Napoléon, on a parlé de celui de Ridley Scott, on avait parlé de celui de Abel Gans, enfin bref, on avait fait toute une divergence, on avait fait toute une divergence autour des films Napoléon. Toi, tu les as vus ou pas, celui de Ridley Scott ou celui d'Abel Gans, tu en as vu ou pas des films Napoléon? Euh, Abel Gans. Non, en fait, j'ai quasiment regardé aucun film de Napoléon, Ok, par volonté. Euh, Par contre, un film que je peux conseiller, c'est Les Croix de Bois, d'accord. sorti dans les années 20, sur la Première Guerre mondiale. Alors, pour la petite anecdote, le réalisateur a fait les tranchées. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, pendant les phases de charge, il y avait des figurants, quoi, et ça n'allait pas. Ça n'allait pas, il n'était pas content du résultat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un grand appel à tous les poilus qui étaient volontaires pour figurer leur rôle, le rôle d'un assaut pendant un assaut, quoi. Et donc, en fait, les poilus ont fait un film sur eux-mêmes pour parler d'eux-mêmes, quoi, parce que personne d'autre ne pouvait figurer ce qu'eux ont vécu. Hmm. Ouais, ou alors tu as un Kubrick qui va faire les Sentiers de la Gloire, mais c'est tout quoi. Oui, mais les Sentiers de la Gloire, bon, déjà c'est un peu n'importe quoi. Ah, Au niveau reconstitution, les mecs ils ont des fusils et il y a rien qui va, quoi, les Sentiers de la Gloire. oui. Je veux bien, quoi, là, on m'en parle souvent, mais le peu que j'ai vu, il y avait rien qui allait, quoi. Regardez plutôt les Croix de Bois. Les croix de bois, bah écoutez, bah, écoutez, on va vous mettre le lien vers la description et les liens vers des descriptions des autres sources si jamais tu en as, si jamais les gens veulent approfondir le sujet. Oui, bah, ils peuvent me contacter s'ils sont intéressés, il n'y a pas de problème. S'ils sont sur le secteur Corrèze, Aveyron, Lot, Dordogne, s'ils sont dans la Haute-Vienne aussi, s'ils sont sur ce secteur et que la reconstitue première, deuxième guerre, voire même un peu de second empire si ça les intéresse, eh ben, ils peuvent me contacter et venir de temps en temps s'ils veulent avec nous, avec l'association Jadis. Là, j'ai rejoint très récemment une association qui s'évertue à reconstituer les 100 gardes de Napoléon III. Donc c'est assez spécial. Les 100 gardes, ça n'a duré que durant le Second Empire. Ben voilà, il y a plein. C'est très compliqué de ne pas trouver chaussures à son pied, quand même. Hmm. Oui, effectivement, vu que. Et je fais aussi partie d'une autre assoce qui fait la préfecture de police de Paris aussi. Ouais. Ça fait 3. D'accord. Et ben, du coup, effectivement, ceux qui veulent se lancer dans la reconstitution historique, vous aurez de quoi trouver chaussures à votre pied parce que même quand j'avais fait mes recherches, j'avais vu qu'il y avait pas mal de périodes qui étaient Ouais. représentées par les associations. Franchement, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc, ils n'hésitent pas à me contacter s'il y a besoin. Hein, soit par le biais de ma chaîne YouTube, soit en nous rejoignant sur le Discord de l'Amicale des Arts Martiaux Français. On est en train de monter un petit projet aussi au niveau de notre assos pour présenter les AMF par la porte de la reconstitution historique. Donc ils peuvent nous contacter. Donc ils apprendront en même temps les AMF et l'histoire de France. C'est pas génial ça? Ouais. Et en plus, si jamais vous voulez en savoir plus sur les arts martiaux français, n'oubliez pas qu'il y a eu un numéro de Radio Dojo dessus. On avait reçu le Capitaine France là aussi pour en parler. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux et lien sur l'amicale, on mettra tout en description de la rediff. Et je pense que je pense qu'on peut conclure l'entretien sur ça. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Faites-vous plaisir si vous aimez l'histoire en général et que vous avez envie de transmettre votre passion, il faut se lancer.
Très bien. Eh bien, lancez-vous. Merci à tous d'avoir assisté à ce à ce dernier numéro de la saison 2 de Radio Dojo. Merci à toi, Capitaine France. Eh bien, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité une fois de plus. Ah, mais c'était ta proposition à la base, hein. Oui, mais t'étais pas obligé, t'aurais pu dire non, le sujet m'intéresse pas, tu vois. C'est quand même toi qui a défini si c'était possible ou pas, quoi. Je suis quelqu'un de curieux. Alors c'est vrai que je suis, tu l'as vu toi-même par mes questions, je suis un peu un néophyte de la reconstitution historique, tout comme j'étais un néophyte des arts martiaux français. Mais c'est aussi pour ça que je fais Radio Dojo. Je suis quelqu'un de curieux. Bon. Parfait. Bref, merci à tous. Donc c'est sur ce numéro qu'on clôture la saison 2 de Radio Dojo. La saison 3 reviendra possiblement fin août, début septembre. On a envie de prendre des vacances avec l'équipe. Cependant, on n'arrête pas les live gaming pour ceux qui le regardent. Mais comme vous savez, on reprend le créneau habituel. Hein, donc mardi, live sur Sonic. Ouais, c'est ça. Vendredi soir, live du vendredi. Et dimanche, on reprend le Doom Marathon. Mais pour le Radio Dojo, faudra attendre fin août et début septembre. Et on reviendra avec des invités croustillants. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos! Au revoir tout le monde!